Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Infini. Je suis très heureuse de vous accompagner lors de cette prochaine demi-heure pour parler du recyclage des matériaux. Promesses environnementales, défis industriels, par où commencer et jusqu'où peut-on aller? On va poser la question à nos deux invités. Armand Achdari nous accompagne, directeur recherche et développement du groupe Arkema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anna Launay nous accompagne également, responsable du développement durable de Bostik. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Très rapidement, Armand Achdari, pourquoi Arkema? Pourquoi le recyclage des matériaux? Expliquez-nous. Alors peut-être d'abord quelques mots pour vous présenter Arkema. Donc Arkema, groupe industriel, leader mondial des matériaux de spécialité. On est présent sur tous les continents, à peu près 25 000 employés, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et une de nos particularités, c'est qu'on a un portefeuille de technologies tout à fait unique. C'est-à-dire que quand on dit matériaux, on a à la fois des technologies pour faire des matériaux et renforcer les matériaux, la matrice des matériaux si vous voulez. On a des technologies pour assembler des matériaux ensemble. C'est typiquement une division adhésif avec comme marque principale Bostik. Et des solutions pour revêtir les matériaux, pour leur permettre d'être plus durables et donner aux surfaces plus de propriétés, plus de caractéristiques. Et donc c'est un portefeuille unique qu'on utilise pour proposer à nos clients sur beaucoup de marchés. On est dans l'automobile, on est dans l'électronique, on est dans le sport, on est dans le traitement de l'eau, beaucoup de marchés à travers la planète et sur lesquels on essaye d'apporter à travers des matériaux. Il y a spécialité, c'est-à-dire qu'en fait on n'essaye pas de faire des matériaux de grand volume, mais des matériaux qui apportent à la fois performance et, parce que c'est notre choix, durabilité. Et donc le développement durable, on a choisi de le mettre au cœur de notre stratégie. C'est un des axes, c'est un des filtres qu'on applique régulièrement à tous les développements qu'on fait. Et donc l'économie circulaire, la bonne gestion des ressources en est une partie essentielle. Merci beaucoup. Anne, on va peut-être ouvrir avec une question un peu large. Pourquoi recycler les matériaux? C'est important, c'est essentiel pour beaucoup de choses, j'imagine, pour l'environnement, pour l'industrie, pour... Oui, ben, effectivement, lorsqu'on parle de recyclage des matériaux, c'est déjà préserver les ressources naturelles. Les ressources comme le pétrole à la base de tous les plastiques, les métaux, l'eau, donc tout ça sont des ressources naturelles qui sont finies. Leur extraction, le transport, la transformation de chacun des matériaux, de chacune de ces ressources, a un impact sur l'environnement. À chaque fois, on va générer de la pollution, on va émettre du CO2, avoir un impact sur les écosystèmes. Donc finalement, recycler, c'est préserver la biodiversité et limiter notre impact sur le réchauffement climatique. Mais lorsqu'on parle de préserver les ressources, il faut bien se rappeler que le recyclage, c'est vraiment la dernière étape. On parle souvent des 3 R, donc réduire, réutiliser et ensuite seulement recycler. Donc réduire en limitant la génération des déchets, choisissant des produits plus durables ou moins emballés par exemple. On va avoir donc ensuite prolonger la durée de vie. Lorsqu'on réutilise, c'est pour que les produits restent dans la technosphère plus longtemps. Donc ça va être la réparation, ça va être par exemple les consignes pour les emballages. Et seulement une fois qu'un produit ne peut pas être réutilisé, on va le recycler, donc transformer pour récupérer les matières, régénérer des ressources et éviter le gaspillage. Et lorsqu'on parle des ressources, aujourd'hui, il faut également se rappeler que dans un contexte où les prix peuvent être fluctuants, lorsque les ressources deviennent limitées, il y a une question de sécurisation des approvisionnements, à être capable de les régénérer en local. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous en avez un tout petit peu parlé, Armand, mais pourquoi Arkema s'est engagé dans cette voie? C'est quoi les ambitions d'Arkema à long terme dans l'économie circulaire? Eh bien, comme j'ai dit, c'est en prenant les problématiques de développement durable qui sont complexes et diverses, on en fait vraiment un facteur d'identité. C'est-à-dire que quand on va voir nos clients, on leur explique qu'on est en train de travailler sur on a des produits aujourd'hui, on travaille sur des solutions pour le futur et que nous, notre identité, c'est de prendre le développement durable comme filtre. Je vais vous donner un exemple. Donc, je dirige la R&D du groupe. On dépose plus de 200 brevets par an. Chaque fois qu'on dépose un brevet, on a un petit indicateur qu'on suit qui est, on se dit, si c'était appliqué, est-ce que ça contribue à un des objectifs de développement durable des Nations Unies? Sur les brevets qu'on a déposés l'an dernier, 98% des brevets qu'on a déposés répondaient à ce critère. Donc c'est vraiment un facteur d'identité forte. Et alors pourquoi on a cette stratégie de mettre le développement durable partout? Parce que c'est notre choix, notre stratégie de croissance. Donc on ne fait pas ça uniquement pour le bien de la planète et nos parties prenantes, mais parce qu'on pense qu'en tant qu'entreprise, c'est un choix qui sera gagnant à moyen long terme. Et donc en ayant cette orientation,
on devient crédible comme partenaire pour nos clients dans la durée. Alors, pour ne pas être langue de bois, par rapport à il y a 2-3 ans, l'appétit pour des solutions mieux-disantes en termes environnementaux est toujours là, parce que finalement, beaucoup de nos clients ont mis des objectifs 2030, 2050 d'abaissement de leur empreinte carbone. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à payer, sauf sur quelques marchés, 1 centime de plus pour ça. Et donc, il faut aller chercher et la performance, la durabilité et le positionnement économique. Mais malgré, j'allais dire, ce creux par rapport à un appétit beaucoup plus fort il y a 2-3 ans, on est convaincu que dans le moyen terme, dans le long terme, c'est gagnant. Et des partenariats, des relations de qualité avec les clients, ça se construit dans la durée, donc on n'a pas dévié de stratégie. On va rentrer peut-être un peu dans l'aspect technique à un moment, mais voilà, Anne, pourquoi le recyclage des matériaux, c'est parfois difficile? On a, je ne sais pas, peut-être parfois l'impression que tout est recyclable, pas du tout. Et pourquoi le recyclage des matériaux, c'est si difficile, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que tous les métaux, tous les plastiques, dits thermoplastiques, peuvent être recyclés. Mais donc déjà, indépendamment du matériau, le recyclage repose sur une chaîne d'acteurs. On commence déjà par la collecte, le tri, le transport, le nettoyage et ensuite la transformation. Et ensuite, le matériau qui est généré doit trouver lui-même un débouché. Et lorsqu'on regarde à chacune de ces étapes de la chaîne, il peut y avoir des erreurs, des problèmes qui font que le recyclage n'est pas effectif. Lorsqu'on regarde la collecte aujourd'hui, pour la plupart des emballages, on peut les mettre par exemple dans le bac jaune. On va retrouver des centres de collecte pour les piles, pour des ampoules, mais quid des autres matériaux, des autres produits, hein. Donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et même pour les produits qui ont des points de collecte, aujourd'hui, il est forcé de constater qu'il y en a encore beaucoup qui finissent dans les poubelles classiques pour l'incinération, soit par manque d'information, soit par facilité des utilisateurs. Et quand on regarde aujourd'hui, même au centre de tri parfois, donc le tri aujourd'hui est automatisé, soit par des méthodes mécaniques, par flottaison, on va séparer les différentes densités de produits, de matériaux, soit on va identifier par infrarouge les différents composants des matériaux. Les machines également atteignent parfois des limites lorsqu'on va trouver des emballages qui sont trop petits ou trop souillés ou des matériaux composés des produits composés de plein de matériaux différents. Donc on va atteindre des limites. Et ensuite, lorsqu'on regarde le produit qui est régénéré, il faut également trouver un débouché pour ce matériau. Or, beaucoup de produits qui sont techniquement recyclables, donc thermoplastiques ou métaux, vont perdre leurs propriétés lorsqu'on les recycle 1, 2, 3 fois, en particulier s'ils sont souillés, contaminés. Donc le défi technique, c'est de développer des matériaux qui vont survivre à plusieurs cycles de recyclage en maintenant leur performance. Donc c'est dès le début en fait que ça doit se faire, c'est ça? C'est ça. Permettre le recyclage du matériau, il faut commencer à la base. Il faut penser à quelles seront les étapes pour le recyclage en amont de la conception pour anticiper où, comment, pourquoi. Quelles sont les contraintes, je ne sais pas, techniques les plus difficiles à surmonter sur cette question-là du recyclage? Comme Anne vous l'a dit, en fait, il y a toutes ces étapes un peu caractéristiques de la chaîne du recyclage avec la séparation. Vous avez un produit, il faut le séparer en constituants que vous sachiez traiter ensuite. Il y a toutes les problématiques de caractérisation parce que, en fait, finalement, si on se focalise sur les défis techniques qui n'existent pas pour des matériaux qu'on produit à partir de matières premières dites vierges, il y a le fait que vous avez du matériau qui a subi une vie que vous ne contrôlez pas aussi bien et donc qui peut avoir été contaminé, absorbé différentes informations. Et donc il y a toute une problématique de caractérisation et de dépollution qui est nouvelle. Et ce qui est assez remarquable quand vous pensez aux freins pour l'utilisation de matériaux recyclables, c'est qu'en fait, de ce fait, on impose des normes beaucoup plus strictes aux matières premières qui viennent du recyclage qu'aux matières premières vierges. Parce qu'on dit une matière première vierge, c'est régulier, c'est systématique, on comprend d'où ça vient. Et donc, ça fait une barrière supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez un coût, si vous voulez, un coût et un challenge technique juste parce que vous essayez de recycler, parce qu'on va demander des choses supplémentaires qu'on ne demande absolument pas pour des matières premières vierges et des produits qu'on faisait classiquement. Donc ça, c'est déjà une espèce de paradoxe intéressant. Et ensuite, il y a, comme Anne l'a mentionné, la façon, une fois que vous avez une matière qui est un peu dépolluée, qui est à peu près homogène chimiquement, la capacité de la retravailler pour en faire quelque chose. Et dans le domaine qui nous intéresse, où c'est souvent des matériaux organiques, des polymères, il y a les deux grandes familles qu'on appelle typiquement recyclage mécanique, ou le recyclage mécanique, dont les polymères, c'est des chaînes qui sont faits à partir de molécules. Et vous vous dites, j'ai mis beaucoup d'énergie pour faire ces chaînes, je ne vais pas tout déconstruire. Et donc, j'essaye de retravailler et d'utiliser les chaînes telles qu'elles sont. Donc ça, c'est
la plus grande majorité de ce qui se fait, qui est moins coûteux, mais qui quand même abîme les polymères, et donc il faut arriver à traiter ça. Et puis il y a l'autre solution qui est, ah ben non, je décompose complètement les chaînes, je distille, je purifie, et j'essaie de revenir finalement à ma matière première pure telle qu'elle était à l'origine. Ce qui, quelquefois, c'est plus coûteux en énergie, c'est plus compliqué, mais vous avez plus de chances de réinjecter dans des systèmes, par rapport à ce que je disais avant, dans lequel la pureté est quelque part garantie parce que vous avez tout décomposé. Et aussi, par exemple, dans des applications comme l'alimentaire, où il y a des contraintes très fortes par rapport au risque de pollution, c'est quelquefois une voie qui est quasiment imposée. Donc, j'allais dire, les caractérisations et les procédés de recyclage eux-mêmes sont importants. Ce qu'il faut voir aussi derrière ces termes, c'est qu'une des caractéristiques du recyclage, c'est que vous allez avoir des flux, comme je l'ai suggéré, qui sont variables en qualité, en composition, en volume dans le temps. Et donc, pour un recycleur, il faut s'adapter à ces fluctuations, là où autrement, vous aviez une mine ou de la production ou une raffinerie qui vous envoyait quelque chose chaque mois la même quantité. Et donc, toute l'ingénierie est difficile, c'est de recevoir ces flux qui vont varier et de dire à mon client, par contre, lui, il ne va pas vouloir un produit qui varie dans le temps, il veut un produit qui respecte des spécifications données. Et donc, c'est ça la vraie complexité, une complexité à gérer au niveau des étapes, mais aussi au niveau de l'organisation et de la définition des produits qu'on peut mettre sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut faire à nos niveaux des matériaux pour les rendre plus recyclables ? La première étape, comme vient d'être mentionné, c'est de faciliter la première façon de recycler les matériaux. Donc, de développer des matériaux qui peuvent être recyclés mécaniquement et donc développer des nouveaux matériaux thermoplastiques. Or, les thermoplastiques, aujourd'hui, ont des limites dans leur performance mécanique, physique. Et donc, repousser ces limites pour trouver justement des applications où avant, on allait utiliser des thermodurs, des époxys, des polyuréthanes. Donc on mentionnera quelques exemples tout à l'heure, mais donc développer des nouveaux matériaux qui peuvent être soumis au recyclage mécanique tout en maintenant leur performance, c'est vraiment un de nos piliers de recherche. Après, il y a certains produits qui ne peuvent pas être fabriqués avec une seule matière. Donc on se rend bien compte parce qu'il va y avoir une diversité de performance. Par exemple, je pense à une chaussure, on ne va pas pouvoir faire avec une seule matière toute une chaussure, mais on va pouvoir développer quand même des produits qu'on va appeler monomatériaux, donc différents matériaux qui sont compatibles pour être recyclés tous ensemble. Donc on va s'affranchir de la difficulté de la séparation des différents composants en fin de vie. Donc c'est par exemple le cas lorsqu'on regarde un packaging en papier ou carton. Souvent, il n'y a pas une seule matière. On va avoir différentes matières au sein du packaging papier ou carton. On va avoir la même chose dans les emballages flexibles, par exemple. Et donc, tous ces différents composants sont collés entre eux. Donc, nous allons développer des colles qui sont compatibles avec le recyclage de ce produit, de ces nouvelles matières, pour justement ensuite, lorsqu'elle sera recyclée, créer une matière qui, elle, pourra trouver un débouché. Et finalement, lorsque ce n'est toujours pas possible, eh bien, il faut faciliter la séparation des différents composants, que ce soit du papier, du plastique, du métal, pour ensuite acheminer chacun de ces composants vers la filière respective et limiter la contamination. Est-ce qu'on peut continuer sur les exemples, peut-être, justement, de solutions développées chez Arkema ? Je peux commencer à quelques exemples. Alors, vous avez un peu d'illustration sur la slide. Pour vous illustrer l'intérêt de développer des solutions thermoplastiques, il y a un exemple qui est assez emblématique, c'est l'image d'éolienne que vous avez là. Les pales d'éoliennes, qui d'ailleurs deviennent de plus en plus longues et plus grandes pour l'efficacité des éoliennes et les challenges d'empreinte au sol, en fait, sont faites en composite. Le composite, ça a beaucoup d'avantages par rapport aux métaux, qu'on n'arriverait pas à faire des structures aussi grandes. Les pales d'éoliennes, maintenant, c'est 120 mètres de long par pale. Donc, vous imaginez la taille de la structure. Et on arrive en ce moment à la fin de vie de toute la grande vague d'éoliennes qui ont été installées il y a à peu près une vingtaine d'années. Et le problème, c'est que les pales d'éoliennes, on ne sait rien en faire. Et donc, actuellement, il y a beaucoup d'endroits où la solution, c'est l'enfouissement. Ce qui est exploré, c'est de le brûler, par exemple, pour faire du ciment. Et donc, une des choses qu'on développe et qu'on essaye de pousser sur le marché, c'est une solution thermoplastique. Donc, thermoplastique, c'est un peu du chocolat. Quand il est froid, il est solide. Vous le fondez, vous pouvez leur donner une nouvelle forme. Ce qui est utilisé actuellement pour faire du composite, donc les composites, c'est des fibres avec de la résine autour. C'est des résines qu'on appelle thermodures, où là, c'est un peu comme le blanc d'œuf. Une fois que vous l'avez cuit, vous n'arrivez plus à le refondre et à le reformer. Et donc, ce qu'on propose, c'est quelque chose plutôt version chocolat dans cette image. Et on a une solution qu'on essaye de pousser, mais qui n'est pas la solution actuellement utilisée sur le marché,
dont la mise en œuvre peut, au moment où on change de technologie, peut induire un surcoût. Et donc, on est typiquement dans ce challenge de faire adopter une solution qui est économiquement pas nécessairement gagnante, mais qui permettrait d'avoir la recyclabilité. Sur cet exemple-là, il y a un point qu'on oublie souvent sur la recyclabilité. On dessine souvent des cercles, mais suivant les marchés, il y a un enjeu qui est quel est le temps du cercle. Parce que si vous prenez un emballage alimentaire, vous lancez un emballage, vous dites il est recyclable, en gros on va vous demander montrez-moi que vous pouvez le recycler tout de suite parce que je vais le jeter dans 3 mois. Quand vous faites une pale d'éolienne, vous avez un problème, c'est que si vous voulez mettre en œuvre une solution techniquement recyclable, on vous dit oui, mais vous n'avez pas l'usine pour le recycler. Vous allez dire bien sûr, je ne vais pas mettre les usines en place, je n'aurai pas de matériaux à recycler avant 20 ans. Et du coup, avec le challenge raisonnable sur le greenwashing, il y a de dire non, on ne va pas appeler quelque chose recyclable s'il n'y a pas la chaîne de valeur en place pour le recycler. Mais si vous avez des produits à temps de vie long, c'est vraiment une difficulté. C'est un des exemples où il n'y a que la réglementation, je pense, qui peut nous aider. Un deuxième exemple de produit thermoplastique qu'on a, qui là est des polymères de très haute performance. En fait, c'est une histoire qu'Arkema a depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des ingénieurs avaient essayé d'inventer un équivalent au nylon que les Américains avaient développé du fait de pénurie de matières premières pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est à base d'huile de ricin. Alors le ricin, c'est quelque chose qui est cultivé surtout en Inde, qui donne des petites graines comme ça. Vous extrayez l'huile, et à partir de l'huile, en faisant de la chimie, on arrive à faire un polymère de haute performance qu'on appelle un polyamide 11, et qu'on utilise, c'est un polymère de très haute performance, pour des articles de sport, vous avez une chaussure ici, mais aussi par exemple pour le coating des câbles électriques qui permettent de retirer l'électricité dans les batteries, dans différentes applications automobiles, et donc un polymère de très haute performance et qui a l'avantage d'être, il est biosourcé, donc son empreinte carbone est faible, et on a des organisations, des ONG avec qui on organise en Inde tout un programme de développement très durable qui développe les sociétés. C'est pas en compétition avec la nourriture, ce qui est important pour du biosourcé, et en plus il est recyclable, et on a déjà démontré la recyclabilité dans pas mal d'applications. Si quelques autres exemples. N'hésitez pas à venir sur le stand Arkema pour voir quelques exemples de ces applications. Oui, donc par ailleurs, on mentionnait que parfois, lorsqu'on est obligé de passer sur des assemblages, on peut développer des assemblages compatibles avec le recyclage. Mais donc tous ces assemblages sont également collés. On a par exemple des étiquettes qui sont collés sur des emballages papier. J'imagine que certains d'entre vous, parfois, commandent sur Internet. Habituellement, il y a des étiquettes. Et les étiquettes ne sont pas habituellement enlevées mécaniquement lors du recyclage du papier ou du carton. Donc, ces étiquettes sont collées avec des colles qu'on va appeler wash-off, donc qui vont partir au lavage lors du procédé de repulpage du papier, donc des bains chauds avec un peu d'additifs. Les étiquettes vont être enlevées et donc ne vont pas impacter le recyclage du papier. On a d'autres exemples avec les emballages flexibles. Les emballages flexibles, c'est par exemple les paquets de chips ou les barres chocolatées. Donc on a l'impression qu'il y a juste un petit film, mais on ne se rend pas compte. Dedans, il y a parfois 3, 4, 5 couches différentes de différents matériaux qui, eux, sont collés donc à chaque fois avec des adhésifs. Et lors du recyclage de ces films alimentaires, la colle va rester dans le nouveau matériau recyclé. Donc cette fois-ci, ça va être une impureté acceptable. Donc on va développer des colles qui ne vont pas trop impacter les performances du nouveau matériau. Et lorsqu'on va plus vers des matériaux, donc des produits qu'on avait vus assemblés vers du décollage en fin de vie, donc ça c'est vraiment parmi les axes de recherche qu'on développe très fortement. Il y a l'exemple ici, vous pouvez voir, de Reband, un nouveau système que Boxstick a breveté récemment pour coller des sols souples en PVC ou par exemple des dalles vinyles. Habituellement, en fin de vie, lorsqu'on a besoin de changer les sols, lorsqu'on arrache ces sols souples, souvent il y avait des résidus de colle ou même des résidus du ciment dessous qui restaient collés et qui donc va impacter et diminuer la recyclabilité de ces sols. Avec le nouveau système, je ne sais pas si vous le voyez, mais là donc c'est vraiment le sol qui a été dépelé. Il va être sans résidus ni de colle ni de ciment, ce qui fait qu'ils vont pouvoir intégrer donc des filières de recyclage pour le PVC ou le vinyle et donc avoir une plus grande pureté. Et puis donc ces décollages, on en parlait ici, on a des exemples pour la construction, mais c'est tout à fait ce qui est aujourd'hui recherché dans le monde de l'électronique, dans la batterie, pour aller vers des systèmes qui pourraient être réparables, parce qu'aujourd'hui on a toute cette notion de prolonger la durée de vie des objets. Comment vous expliquez la diversité des champs d'intervention d'Arkema? Là, on parle de composants électroniques, de batteries, on parle d'alimentaire, on parle... Comment vous l'expliquez ça? Ça correspond à nos marchés.
Et donc, on a des clients qui ont des demandes en termes de développement durable, et donc on les accompagne sur l'emballage. C'est un changement majeur. Tous les fabricants d'emballage, les fabricants de machines pour faire des emballages, etc., sont emmenés vers des obligations réglementaires d'avoir des contenus recyclés et des capacités de recyclage très forts. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, notre but, c'est d'anticiper, d'accompagner nos clients sur ces chaînes-là. Si je peux faire un commentaire juste en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce sol qu'on peut peler et qui finalement permet le recyclage de la partie vinyle que vous avez enlevée. Il a aussi l'avantage que, en fait, en gros, vous enlevez le sol vinyle, vous enlevez la couche d'adhésif qui est mise à travers une grille, et vous avez la chape en dessous qui est prête pour le réemploi et qui fait que le chantier dure moins longtemps. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui possède des bureaux, le temps d'immobilisation pour remettre le sol à neuf va être typiquement 3 fois plus faible que si vous laissiez le chantier se faire normalement. Et en fait, c'est amusant parce qu'on vous parle de la partie durabilité, mais on pense que, alors que les éléments sont biosourcés, ça améliore le recyclage. Mais le driver principal, puisqu'on va demander aux gens de payer un peu plus la première fois, c'est de dire quand vous recyclerez votre sol, vous immobiliserez toute votre surface de bureau 3 fois moins de temps. Et donc, c'est toujours cette combinaison où pour la pénétration, il faut prendre en compte les aspects de recyclage, la performance, les adhésifs que mentionnait, on leur demande de toujours faire le même boulot pendant, et après, de trouver les niches par lesquelles, en plus, ça apporte un avantage économique qu'on n'avait pas avant. Anne, comment on fait demain pour faciliter le recyclage, la réutilisation des matériaux, ne serait-ce que dans l'organisation? Comment on fait pour faciliter ça demain? Donc c'est un discours qu'on entend fréquemment, mais ça passe évidemment par la collaboration au sein de la chaîne de valeur. Et faire que tous les différents acteurs de la chaîne travaillent, échangent. Donc lorsqu'on parle de recyclage, pareil, là, on parle beaucoup des recycleurs, des metteurs sur le marché, mais donc il y a vraiment toute la chaîne, les fabricants de matériaux comme Arkema, les transformateurs qui ne sont pas forcément les marques, donc il peut y avoir différentes étapes de transformation en amont, y compris les fabricants de machines qui doivent s'adapter pour ces nouveaux matériaux. Et donc les différents acteurs doivent comprendre quels sont les impacts que ça va avoir pour eux et identifier donc les challenges que ça va représenter, les critères spécifiques à leur échelle du maillon. Et puis on a besoin de standards communs. Ça c'est extrêmement important, des standards communs qui va permettre que les nouvelles matières vont pouvoir transférer d'un acteur à l'autre et surtout garantir la qualité de la matière régénérée. Donc, je vais prendre l'exemple des emballages flexibles, on en parlait. Aujourd'hui, il y a différents groupes de travail et associations qui donc, définissent des recommandations pour être sûr que les emballages finaux vont pouvoir être recyclables. Pour en citer quelques-uns, on va avoir PETCOR Europe pour la filière du PET, on va avoir CFlex pour l'emballage flexible auquel participe Bostik activement. Et donc, par exemple, les recommandations de CFlex aujourd'hui sont que les matières comme les colles, les encres ou les autres additifs doivent être limitées en dessous de 5% dans un emballage pour ne pas impacter la qualité de la nouvelle matière et qu'elle puisse être réintégrée dans d'autres applications. Également, par exemple, tous ces composants doivent contribuer à maintenir la densité des emballages inférieure à 1. Donc pourquoi ? Pour pouvoir toujours continuer à permettre le tri par flottaison qui est aujourd'hui la technique de séparation des polyéthylènes et polyolépines en général dans les centres de tri. Armoaj Dari, où en est-on si on devait prendre sur une échelle de 1 à 10, 0, pas de recyclage du tout dans l'industrie, et 10, c'est la norme de recycler dans l'industrie, vous diriez qu'on se place comment aujourd'hui ? Je dirais que ça dépend beaucoup des industries et des géographies, avec un appétit. On a des mondes, si vous prenez les bouteilles de verre, on a un taux de recyclage des bouteilles de verre depuis déjà un bon temps qui est au-dessus de 90% en France, pour différentes raisons, parce que ça a été aussi organisé, défini comme ça, parce que le matériau soit prêt, et il y a d'autres domaines dans lesquels on est juste au début. Il y a peut-être une distinction que je voudrais faire, parce qu'on a quelques... je commence par une illustration et puis je viendrai sur le commentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des graines de ricin et des polymères de haute performance. Ça, c'est un exemple. Toute cette chaussure est faite à partir de matériaux qu'on fait à partir d'huile de ricin. Les parties rigides que vous voyez en dessous, la mousse avec lesquelles, c'est typiquement des mousses, on est présent dans à peu près toutes les chaussures du monde qui ont battu des records du marathon dans les 5 dernières années. Mais les lacets, le textile aussi, tout est fait de la même famille chimique. Donc c'est un exemple de ce que Anne disait.
de cette chaussure, finalement, on n'a pas besoin de la désassembler pour la recycler. Si on la broie telle qu'elle, on sait réutiliser le broyat pour faire des pièces qui sont utiles. Et ça, c'est venu d'une éco-conception en collaboration qui est un levier fort et qui a été aidé dans notre mentalité par le fait que récemment, on a racheté une société en Italie qui fait du recyclage mécanique. Avant, on était juste le vendeur du matériau au départ en disant on vous vend des trucs qui sont recyclables, regardez, c'est super sympa. Maintenant, on comprend quels sont les challenges du recycleur et finalement, on va voir ça dans nos clients en disant en fait, si vous avez des chutes quelque part, on peut les récupérer parce que c'est de nouveau ces petits gains économiques qui vont rendre les choses possibles. Si on vous parle souvent de la boucle principale, mais en général, quand vous faites du recyclage, il y a toujours un certain pourcentage que vous ne savez pas utiliser. La capacité à valoriser ça, qui ne peut venir que par des échanges du partenariat, est essentielle. Par exemple, quand vous faites des recyclages de bouteilles de plastique en PET, il y a à peu près 10% du PET que vous ne pouvez pas réutiliser pour faire des bouteilles transparentes, trop visqueux, un peu colorées. On est parti dessus et à part quelques modifications, on arrive à en faire des matériaux qui peuvent servir à faire des revêtements. Il y a des gens dans le textile qui s'intéressent à ces sources aussi. Et ça, c'est important. Et on essaye de le faire aussi en interne nous-mêmes, parce que comme vous l'avez dit, on a plein d'activités. Et donc, à partir de l'huile de ricin, il y en a une partie par laquelle vous pouvez faire du polyamide qui sert à faire ça. Mais il y a une partie de la chimie qui sert, qui est autant biosourcée que le reste, qui est des petites molécules qui ont 7 carbone. Et récemment, avec Bostik, on a réussi, par exemple, à l'utiliser pour faire des super glues que vous pouvez trouver dans votre surface de bricolage préférée, et qui est donc 60% biosourcé. Ça, c'est à partir de le fait qu'on ait utilisé ce flux qui n'était pas utilisé pour ça, et qui se trouve, alors je dois avouer, on a découvert ça un peu par hasard, après on a compris pourquoi, qui se trouve être plus résistante à la température, à l'eau, et qui fait que pour certaines applications, par exemple, ça vous permet de réparer des chaussures comme ça, et de les mettre dans la machine à laver, et ça tient. Indépendamment de l'anecdote, c'est pour vous dire, je pense que la complexité, c'est que les façons de répondre aux problèmes ne sont pas les mêmes partout, et que dans chaque endroit, il faut que les acteurs se mettent autour pour inventer finalement ces nouvelles solutions qui, autour du schéma principal, vont faire les gains économiques qui sont indispensables pour que ça avance. Et puis peut-être une note qu'il faut avoir, c'est qu'à la fin, ça avance de façon sensible quand les réglementations se mettent en place. Quand les réglementations imposent quelque chose, alors on a toujours en Europe, et c'est un discours que beaucoup d'industriels ont, il faut faire attention avec les réglementations parce qu'il faut s'imposer des réglementations si on est capable de contrôler les flux qui rentrent pour ne pas se mettre une pénalité de compétitivité dans une région où on a déjà une énergie trop chère et pas mal de challenges. Mais dans le fond, le vrai passage à l'échelle, il se fait quand il y a des réglementations qui accompagnent, mais c'est un peu... Les autorités ne vont déclencher des réglementations que si les technologies sont relativement matures. Et donc, en complément du partenariat, il y a un autre concept, la coopétition, qui est de dire que parmi certains acteurs majeurs, dans des environnements qui déclarent la volonté d'aller vers les solutions plus durables, il faut que des concurrents échangent suffisamment pour dire on est arrivé à un certain niveau de maturité technologique. Et donc, si vous passez une réglementation, vous n'allez pas favoriser juste un acteur qui va tout récupérer, parce que ça, c'est impossible pour le pouvoir public. Par contre, si vous avez 2-3 acteurs principaux, et ça existe aux États-Unis, ça existe en Europe, en Chine, on voit des choses se développer, qui montrent qu'ils sont à une maturité industrielle, à ce moment-là, c'est plus facile d'enclencher la réglementation. Donc, entre être mûr techniquement et la réglementation qui permet de passer à l'échelle, il y a la question bien sûr sur les batteries au lithium, et là où l'Europe essaye d'imposer un taux de recyclage progressif très grand. Est-ce que les solutions sont mûres? On est un peu dans cet écosystème, ce n'est pas évident, donc il n'y a pas de réponse uniforme à votre question. Non, mais on a bien compris les défis à relever, en tout cas, pour que ça devienne de plus en plus la norme dans l'industrie demain. Vous travaillez sur quel projet vous travaillez en ce moment? Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire ce sur quoi vous êtes en train de travailler aujourd'hui pour demain? Moi, je dirais les projets principaux, c'est vraiment cette notion de décollage. Décollage pour permettre la réparabilité de tous les assemblages. Merci à tous les deux d'avoir... Vous voulez rajouter quelque chose? Non, effectivement, ça c'est un changement de paradigme. Avant, on voulait des adhésifs qui collent. Et maintenant, il faut qu'ils collent très bien pendant, mais que après, par un petit truc, hop, on arrive à le décoller facilement pour faciliter la réparation, le désassemblage, le recyclage. Et puis sinon, en termes de marché, on travaille énormément sur des marchés liés à la batterie, à l'électronique, au data center et des technologies qui bougent très très vite, où la compétition est forte, mais... Dans votre présentation, on parle beaucoup de la Chine. La Chine est très en avance en fait sur le côté développement durable. Ils ont des usines typiquement plus modernes que celles qu'on a. Et la prise en compte, quand vous regardez les brevets, c'est très impressionnant. Donc c'est aussi une compétition mondiale. Je pense qu'on a un environnement en Europe qui favorise cette thématique. Et je pense qu'il faut qu'on continue à se l'approprier parce que c'est quand même un atout dans le monde compétitif de demain.
Merci Armand Hajdari d'avoir discuté avec nous. Anne Allonet aussi, on peut les applaudir. Merci à tous les deux.